Bonjour à tous. Mon histoire aujourd'hui, ce sera celle de plus d'un siècle de cinéma américain. Je vais vous parler, évoquer l'histoire de Hollywood. Alors, comme toujours, je ne vais pas prétendre être exhaustif, surtout que dès qu'on parle de cinéma, on peut partir dans de nombreuses directions, qu'elles soient artistiques, techniques, politiques, sociales, économiques et financières. Il y a de très nombreuses dimensions dans ce sujet et je ne vais pas ouvrir toutes les portes, mais essayer de vous donner un aperçu de comment le cinéma américain a été produit depuis ses origines, comment il a été aussi vendu, présenté au public, comment il a évolué. Et comme toujours, j'espère que ça vous relaxera et vous permettra de passer un agréable moment, peut-être en apprenant quelques nouvelles choses. Alors installez-vous confortablement, puisqu'on commence tout de suite. Le cinéma, c'est une invention de la fin du XIXe siècle. Il a été mis au point dans les années 1890. Il y avait eu quelques tentatives auparavant de faire des films animés avec des photos, notamment dans les années 1870-1880. Mais les premières caméras capables d'enregistrer des images en mouvement, ce sont dans les années 1890 qu'elles sont utilisées pour la première fois pour produire des films. Et les tout premiers films sont faits par les frères Lumière en France, mais presque au même moment aux États-Unis, d'autres pionniers se lancent dans la réalisation de films, et en seulement quelques années, cette industrie, cette activité naissante qu'est le cinéma, devient de très loin, aux États-Unis, la plus importante au monde en termes de quantité de films produits et d'importance économique de ce secteur, mais aussi comme phénomène social, parce que plus que dans d'autres pays, le cinéma va marcher très vite et très fort aux États-Unis. Au départ, la production de films était répartie un peu partout sur le territoire américain. Le principal lieu de réalisation de films était New York, mais il y en avait aussi notamment à Chicago, en Floride, à Jacksonville, et c'est seulement dans les années 1910, un peu plus tard, que la Californie, Los Angeles et surtout Hollywood vont devenir le principal centre de production cinématographique du pays. Et comme je vous le disais, très rapidement le cinéma fonctionne auprès du public aux États-Unis. Dans les premières années du XXe siècle, on voit apparaître des petits cinémas qui s'appellent des nickel-odéons. Nickel parce que ce que les Américains appellent un nickel, c'est une pièce de 5 cents, et l'entrée dans ces cinémas coûtait 5 cents, et dans toutes les principales villes au départ, mais bientôt même dans les petites villes,
ces cinémas primitifs, si on veut, apparaissent et diffusent des films assez courts, muets évidemment, mais qui sont extrêmement appréciés du public. Et c'est une caractéristique importante de tout le public, y compris les classes sociales les moins favorisées, parce que 5 cents, ça valait évidemment plus à l'époque que 5 cents actuels, mais ça restait accessible à peu près à tout le monde. Pour vous donner un ordre de grandeur, il faut à peu près multiplier par 30 pour connaître la valeur actuelle d'un montant en dollars des premières années du XXe siècle. Donc 5 cents, ça fait l'équivalent de 1,5 $, c'est-à-dire un peu plus de 1 euro pour payer l'entrée du cinéma. Et ça permet quasiment à tout le monde d'avoir accès à cette forme de loisir. Très rapidement, comme je vous le disais, la production de films va se concentrer en Californie. Et elle se concentre dans cette région pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est qu'aux États-Unis, le procédé d'enregistrement des films a été breveté par l'inventeur Thomas Edison, qui est connu pour de nombreuses inventions et pour les entreprises qu'il a créées dans différents domaines: l'électricité, le télégraphe, l'enregistrement du son et donc également le cinéma. Et pour théoriquement pouvoir filmer aux États-Unis, il faut payer des royalties, une redevance pour l'utilisation du procédé de filmage à Edison, et les réalisateurs de films sont théoriquement obligés de payer, mais vu leurs moyens, en ont très peu envie, si bien que pour échapper au contrôle que font les employés de Edison, ils vont avoir envie de s'éloigner le plus possible de là où sont ces entreprises, et pour ça la Californie est idéale puisqu'elle est très loin de la côte Est. Une deuxième raison, c'est que la Californie offre également un climat très favorable. C'est ensoleillé quasiment toute l'année, donc on peut tourner facilement, et également elle offre une diversité de paysages et des figurants d'un peu toutes les origines, des Africains, des Asiatiques, qui vont permettre de rassembler tous les éléments nécessaires à la réalisation des films. Donc elle offre exactement le cocktail dont les réalisateurs de films ont besoin, et pour cette raison, au début des années 1910, on les voit se rassembler à Los Angeles et plus spécifiquement à Hollywood, qui est à l'époque une petite ville, un village même, qui se montre particulièrement accueillant pour recevoir des tournages, et c'est ça qui va faire la fortune de Hollywood. Dans les années 1910, on voit en fait très vite apparaître des choses qui vont marquer jusqu'à nos jours le cinéma. Et déjà, par exemple, c'est le début d'un star system dans le cinéma,
avec le public qui commence à connaître et à reconnaître des acteurs, voire des réalisateurs. On a des noms comme Mary Pickford, considérée comme une des toutes premières stars du cinéma, ou aussi comme Charlie Chaplin, qui deviennent rapidement célèbres aux États-Unis. Et également, Hollywood, dès le départ, est un endroit très cosmopolite. Souvent, il y a un reproche qui est fait au cinéma américain d'être très centré sur les États-Unis et d'ignorer ou de maltraiter le reste du monde. C'est un autre débat que je ne vais pas engager ici, mais par contre, une chose est sûre, c'est que les gens qui ont fait le cinéma américain sont, depuis l'origine, venus un peu du monde entier. Et donc dès le départ, on retrouve pas mal d'Européens, et ça va accélérer ensuite dans les années 20 et les années 30, avec beaucoup d'émigrants juifs qui vont fuir l'Europe centrale pour s'installer aux États-Unis, et des réalisateurs français comme Jean Renoir, anglais comme Hitchcock, ou allemands comme Ernst Lubitsch ou Fritz Lang, qui vont partir travailler à Hollywood. Une autre chose qui est inventée dans les années 1910, c'est la grammaire, le vocabulaire du cinéma. Ce sont des choses qui nous paraissent naturelles aujourd'hui parce qu'on a toujours été entouré d'images filmées dans les films ou à la télévision. Mais quand le cinéma apparaît, il n'y a pas de code ou de convention sur la façon de raconter une histoire avec des images. Parce que pour raconter une histoire, il faut filmer d'une certaine manière, il faut monter les images les unes derrière les autres, et tous ces procédés, toutes ces conventions, qui bien sûr vont évoluer par la suite, mais commencent à se constituer dans les années 1910, notamment avec un film qui s'appelle La naissance d'une nation, Birth of a Nation, en 1915, qui sur le fond n'a sans doute pas grand intérêt, mais qui par son récit un peu épique installe un certain nombre de codes dans la façon de raconter les histoires. Et donc le cinéma dans les années 1910 et encore plus les années 1920 va s'installer de très loin comme le principal loisir des Américains. Il marche très bien en Europe aussi, mais il ne va jamais prendre les mêmes proportions qu'aux États-Unis. Pour vous donner une idée, à la fin des années 1920, il y avait chaque semaine 60 à 70% des Américains, quasiment autour des 2/3, qui allaient au cinéma. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, c'est autour de 10% seulement, et en France, c'est encore moins. Donc le cinéma occupait une place en tant que loisir qui était sans commune mesure avec ce qu'il est aujourd'hui. C'était une grande préoccupation et une source d'intérêt énorme pour le public. Dans les années 20, ce star system se développe beaucoup plus rapidement. Il y a d'autres stars, des stars du cinéma muet, puisque les films ne parlent pas encore, comme Greta Garbo, qui sont extrêmement connus aux États-Unis. Et une nouvelle évolution
technique très importante va avoir lieu en 1927, à la fin des années 20, avec le premier film parlant. C'est un film qui s'appelle Le chanteur de jazz, The Jazz Singer, et qui pour la première fois a des paroles synchronisées qui sont diffusées avec l'image, qui rencontre un grand succès et qui va lancer les films parlants. Très vite, il supplante les films muets, et d'ailleurs quasiment toutes les stars du cinéma muet vont disparaître. Elles ne vont pas réussir à passer au cinéma parlant. Et dans les années 30, pendant la crise, la Grande Dépression aux États-Unis, et encore plus même dans les années 40, le cinéma va connaître un rayonnement extraordinaire. On arrive donc justement à une période qu'on appelle l'âge d'or de Hollywood, qui commence à la fin des années 20 et qui va durer à peu près jusqu'aux années 50. Alors pourquoi on parle d'âge d'or de Hollywood? Eh bien déjà, pour l'importance du cinéma dans le mode de vie des Américains à cette époque, puisque comme je vous le disais, les 2/3 des Américains vont au cinéma chaque semaine, et la très grande majorité d'entre eux sont en contact avec ce loisir. Et cette popularité du cinéma va culminer dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un moment où aux États-Unis il y a 90 millions de tickets de cinéma qui sont vendus chaque semaine dans ces cinémas qui se sont agrandis et qui sont devenus une véritable industrie, un secteur économique qui fait travailler beaucoup de monde, non seulement dans la réalisation des films, de très nombreux techniciens et réalisateurs et décorateurs, costumiers, tous ces métiers du cinéma, mais également dans la distribution avec ces salles qui sont maintenant présentes dans le pays entier. C'est aussi considéré comme un âge d'or parce que c'est la grande époque des studios de cinéma. Alors, que sont les studios de cinéma? Ce sont des entreprises, dont la plupart des plus importantes sont apparues dans les années 1900-1910 et qui, petit à petit, agrègent toute la chaîne du cinéma, de la production des scénarios à la réalisation des films, à leur distribution. Les studios ont racheté les salles de cinéma et contrôlent donc la diffusion auprès du public, et ils ont une mainmise complète sur toute l'industrie du cinéma. D'un côté la distribution et de l'autre dans la fabrication des films. Ils travaillent avec des contrats d'exclusivité avec les réalisateurs et avec les acteurs, qui donc ne sont pas libres de tourner comme aujourd'hui avec n'importe quel studio ou n'importe quel réalisateur. Ils travaillent pour le studio qui les emploie, et ce sont les studios qui gèrent les carrières de leur écurie de stars, un peu comme aujourd'hui les clubs de foot ont des contrats avec leurs joueurs et essayent d'en tirer le meilleur parti. Ces grands studios, ce sont des noms qui nous sont encore connus. Il y en a un qui a disparu, qui s'appelait RKO, mais les autres, ce sont des noms comme Warner Bros,
comme 20th Century Fox, comme Paramount, et aussi le plus gros d'entre eux qui est la MGM, et ils vont véritablement régner sur le cinéma jusqu'aux années 50. Il y a d'autres studios un peu plus petits, comme Universal, comme United Artists, un studio qui a existé jusqu'aux années 80, je crois, qui produisent des films à plus petit budget, ce qu'on appelle à partir des années 30 les séries B, et qui eux n'ont pas de salle de cinéma pour distribuer leurs films. Et donc pendant une trentaine ou une bonne vingtaine d'années, c'est autour de ce système des studios, les 5 principaux, on les appelle les Big Five, que va fonctionner l'industrie du cinéma américaine. C'est une époque où, pour le public, le retentissement des films est incomparable par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des stars de cinéma aujourd'hui, mais on est très éloigné du véritable culte qui a été voué à cette époque à des noms qui sont restés, qui sont très nombreux, comme Rita Hayworth dans les années 40 notamment, Clark Gable, Vivien Leigh, et je pourrais en citer de très nombreux qui sont devenus des légendes. Pourquoi ? Pour l'adoration dont ces personnes bénéficiaient auprès du public, qui faisait de leur image et de leur capacité à attirer les spectateurs des atouts très importants, des actifs pour les studios de cinéma. Une autre caractéristique du cinéma aussi de cette époque, c'est qu'il a été assez vite remis au pas sur le plan moral. Dans les années 20, quand le développement du cinéma était assez foisonnant et que les studios étaient en train de monter en puissance, on voyait de nombreuses productions qui étaient un peu choquantes pour les milieux conservateurs. Notamment, il y avait les réalisations à gros budget de réalisateurs comme Cécile B2000, qui montraient des scènes quasiment d'orgie, qu'on trouverait aujourd'hui assez peu choquantes en fait, mais qui pour l'époque, et vu le retentissement du cinéma dans la population, paraissaient très osées. Et à partir de la fin des années 20, début des années 30, sous la pression des ligues de vertu et du gouvernement, les studios vont adopter une sorte de code de conduite qu'on a appelé le code Hays, du nom de son auteur, qui réglemente la nudité ou les comportements inappropriés dans les films. Et jusqu'aux années 50, le cinéma américain va être marqué d'un côté par une très grande créativité, et vraiment d'incroyables chefs-d'œuvre vont sortir de cette période, mais aussi sur le plan des mœurs, d'un certain conservatisme. On ne doit pas montrer des attitudes réprouvées par la morale chrétienne qui accourt aux États-Unis. À partir de la fin des années 50 et surtout pendant les années 60, le cinéma américain rentre dans une crise assez profonde. Il y a plusieurs raisons à ça, et la première, c'est que les studios ont peut-être déjà été victimes de leur succès. Ils avaient tellement verrouillé l'industrie du cinéma qu'ils étaient contestés déjà par les autorités de la concurrence,
qui voyaient que les studios étant peu nombreux et qu'ils contrôlaient les salles de cinéma, ils pouvaient imposer leurs films, les centaines de films qui étaient réalisés chaque année, et forcer, au mépris de la concurrence, l'exploitation du secteur. Et donc à partir des années 40 déjà, on les force à vendre leur salle de cinéma et à se retirer de la distribution. Mais surtout, ce qui va porter un coup très grave au cinéma, c'est l'envol de la télévision à partir des années 50 et 60, qui fait reculer très largement le cinéma en tant que loisir. Je vous disais que dans les années 40 encore, vous aviez 60% des Américains qui allaient au cinéma chaque semaine. Ce pourcentage commence à chuter dans les années 50. Dans les années 60, il s'effondre et il se stabilise dans les années 70 autour de 10%. Il est encore toujours aujourd'hui à ce même niveau. Donc les entrées et les recettes s'effondrent en même temps et les studios entrent en crise économique. Ensuite, les films hollywoodiens étaient également attaqués ou contestés justement pour ce conservatisme à un moment où la société américaine, comme dans les autres pays occidentaux, connaît une forte libéralisation des mœurs dans les années 50 et 60 surtout, et donc le cinéma des studios de Hollywood est devenu quelque chose de ringard qui le force à chercher un peu un deuxième souffle et à s'adapter à son époque. Sur le plan créatif, ça n'est pas une période inintéressante. On voit dans les années 60 un vrai souci d'adapter les films, de les remettre au goût du jour, et on voit de nouveaux réalisateurs, là encore souvent venus du monde entier et notamment d'Europe, travailler aux États-Unis, des gens comme toujours Hitchcock, mais aussi Polanski par exemple, ou Coppola, qui renouvellent le genre cinématographique avec des films comme Easy Rider par exemple, et qui permettent au cinéma de garder quand même un certain public. Les restrictions morales, ce code ACE qui datait des années 30, sont à peu près abandonnées à ce moment-là, parce qu'elles sont devenues obsolètes, et de toute façon un jugement de la Cour suprême des États-Unis a considéré les films comme des œuvres d'art, et à partir de là, la censure ne pouvait plus leur être appliquée, ce qui donne une beaucoup plus grande liberté aux réalisateurs, aux auteurs de scénarios et aux acteurs. Et avec le délitement du système des studios, c'est vers eux que le pouvoir, ou au moins la liberté, va se diriger, puisque la relation entre studios et les gens qui font les films se rééquilibre. Les acteurs ne sont plus sous contrat d'exclusivité avec des studios, les réalisateurs non plus, et peuvent choisir les films qu'ils veulent faire, ce qui va entraîner pour les acteurs les plus connus un véritable envol de leurs revenus à partir des années 70-80, et ça a continué jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est un acteur qui donne son prix pour accepter de tourner dans un film, parfois des montants
totalement énormes qui peuvent atteindre 20 millions de dollars pour faire un seul film. Et ce système fait que, tout en étant des stars quelque part moins célèbres ou moins influentes que les grandes stars du cinéma de l'âge d'or, les acteurs aujourd'hui sont infiniment mieux payés et beaucoup plus riches que les grands noms des années 30 et 40 ne l'ont jamais été. Ça reste une période aussi, dans cette phase de transition, où Hollywood produit encore toujours des stars, James Dean, Marilyn Monroe bien sûr, et jamais l'usine à rêve ou la fabrique à célébrité ne s'est véritablement arrêtée. Mais dans les années 70, à nouveau, le modèle des studios évolue et il commence à s'intéresser à un autre modèle qui est celui des blockbusters. Dans les années 30 et 40, l'idée était de produire beaucoup de films avec des budgets qui étaient relativement limités. Il y avait des grosses productions, mais elles coûtaient, même proportionnellement aux moyens de l'époque, beaucoup moins cher que les grosses productions actuelles. Mais comme dans les années 70, certains films deviennent de très grands succès, il y a par exemple Les Dents de la Mer, Jaws de Spielberg. Il y aura aussi en 1977 le premier Star Wars. Les studios réalisent qu'il y a peut-être un moyen de recentrer leur production sur moins de films, mais avec des budgets et des coûts de marketing et de promotion beaucoup plus importants. Et c'est ce modèle des blockbusters qui s'est peu à peu imposé depuis les années 80, avec maintenant les grands studios de cinéma qui concentrent leur stratégie économique sur quelques films chaque année, mais avec des budgets, des moyens et notamment promotionnels qui sont extrêmement importants. Et bien sûr, on ne peut pas réduire le cinéma américain aux blockbusters. Il y a aussi une production indépendante et souvent intellectuellement un peu plus exigeante, qui est également considérable, que les studios vont également conserver en essayant de faire coexister ce modèle des blockbusters avec la production de très nombreux films indépendants à petit budget. Et parfois, il y en a un qui marche très bien et donc c'est le jackpot. On a eu des exemples de ça ces dernières années. Un bon exemple, c'est The Blair Witch Project, par exemple. Il y a eu Paranormal Activity aussi, Juno, enfin un certain nombre de films qui ont trouvé un public assez large en ayant coûté pas grand-chose. Aujourd'hui, la production reste encore, pour une bonne partie, localisée en Californie, même si pour des raisons de coût, on en a délocalisé une certaine partie, notamment pour les films les moins chers, dans d'autres parties des États-Unis ou à l'étranger, comme en Angleterre ou au Canada. Mais Hollywood et Los Angeles en général, dans lequel Hollywood a été absorbé par l'extension de la ville, reste quand même le centre névralgique du cinéma américain. Et comme vous le savez, le cinéma américain aujourd'hui, c'est d'assez loin le plus international et le plus
important économiquement de l'ensemble des cinémas nationaux qui existent dans le monde. Ce qui n'est pas sans soulever, évidemment, des réticences de la part d'autres pays, parce que, à la fois parce que c'est un moyen d'expansion culturelle, de promotion du mode de vie américain, et aussi parce que c'est un secteur économique qui pèse lourd et qui fait travailler beaucoup de monde. Il y a une stratégie d'installation partout sur la planète, et elle peut se faire parfois au détriment des cinémas nationaux qui n'ont pas les moyens, et il faut l'avouer aussi, parfois pas tout à fait la même créativité, parce qu'on peut critiquer certains aspects du cinéma américain, et notamment si on s'intéresse aux plus gros films, aux blockbusters, mais si on s'intéresse d'un peu plus près à l'ensemble de la production du cinéma américain, elle est extrêmement diversifiée, elle est parfois très pointue aussi, et il faut une certaine ignorance du sujet pour qualifier le cinéma américain de stupide. Certains films sont stupides, probablement, mais certainement pas l'ensemble de la production. Voilà où on en est aujourd'hui, dans une industrie qui continue à évoluer. Ça fait partie de sa nature, de tout le temps s'adapter. Elle n'a fait que ça depuis ses origines, techniquement, avec aujourd'hui des effets spéciaux toujours plus saisissants, l'installation de la 3D, mais aussi un certain challenge économique avec la montée en puissance d'Internet, qui est beaucoup plus dommageable pour les revenus des studios que le marché de la location de cassettes qui avait apparu dans les années 80, ou la concurrence de la télévision dans les années 60 et 70, parce que ça pose vraiment un problème de droit et de piratage pour des films qui coûtent extrêmement cher. Donc on verra comment ce sujet évolue dans les années qui viennent, mais toujours est-il que sur le plan culturel et symbolique, Hollywood continue aujourd'hui de briller et de produire énormément, je le pense, de bons films, même s'ils peuvent être perdus au milieu d'autres un peu moins recommandables. Et je pense que s'il y a encore un cinéma qui fera rêver dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a toutes les chances pour que ce soit le cinéma américain. Voilà, j'ai déjà parlé un certain temps. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais j'espère que ça vous a intéressé et qu'on se retrouvera bientôt pour un autre sujet. Au revoir.